Bonjour à tous. Merci d'être là en cette période post-prandiale qui est toujours redoutable dans un colloque. Après le premier déjeuner, en général, la vigilance baisse, mais nous allons essayer de vous maintenir dans un état d'éveil propice à l'échange et à la discussion, avec donc trois des auteurs de ce livre. Nous aurions dû être 4, mais finalement nous n'avons que 3 des auteurs, Alice Corbet, François Gemène et Stélio Roland. Et je vous propose, conformément à la consigne qui nous a été donnée, de faire une petite intervention liminaire que je vais tenter de problématiser à partir du thème des formes spatiales inédites et non reproductibles, mais je ferai le très mauvais élève. Finalement, je m'échapperai un peu de cette problématique. Et je vous propose aussi ensuite de poser, sans transition, au moins une question à chacun des intervenants qui s'empresseront d'y répondre ou de ne pas y répondre d'ailleurs, peu importe, mais les questions sont suffisamment larges pour qu'elles leur donnent la possibilité aussi de faire état de leur travail. Ce qui réunit sans doute les personnes de cette table ronde, c'est que finalement nous allons parler en ce début d'après-midi d'autre chose que ce dont le livre parle en premier lieu, en apparence, puisque si l'on se pose la question de savoir de quoi parle ce livre, on répond immédiatement, c'est compris dans le titre, il parle des camps et de la logique d'encampement, il parle des réfugiés, de tout ce qui prévaut à leur vie de réfugiés. Et nous avons vu hier, au moment de l'introduction, qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur cette simple thématique, si je puis me permettre d'exprimer ainsi cette thématique. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que géographe, c'est qu'en fait, ce livre parle aussi d'autre chose. Et c'est de cela dont je voudrais vous entretenir. Finalement, cette autre chose va nous éloigner peut-être un peu de l'objet camp, mais pas tant que cela, mais en tout cas nous faire nous décaler un peu. Parce que ce livre parle aussi, et beaucoup, et ça n'est pas simplement lié au fait que de nombreux auteurs sont géographes, là je n'en ferai pas un plaidoyer disciplinaire, beaucoup de textes parlent des camps en tant que forme spatiale, en tant que dispositif à la fois intentionnel et prescriptif, on reviendra sans doute là-dessus, prescriptif au sens où il entend dicter aux encampés un certain nombre d'attitudes et de comportements, et nous verrons que c'est très important de se souvenir de ça dans la lecture que nous ferons des textes des 3 auteurs ici présents. Et ce dispositif, il est à la fois global, d'où d'ailleurs le titre, un monde de camps. Le livre parle d'un paysage global de camps à plusieurs reprises, mais évidemment ce dispositif, il est aussi et intensément local, puisque chaque camp constitue une sorte de réalisation concrète de ce dispositif global, et chaque camp, dans sa diversité, à la fois d'origine et si je puis dire de destination, réalise cette localisation de ce dispositif global. Et je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur cette question du dispositif, parce qu'il exprime pour moi ce que j'ai tenté hier d'appeler le fonctionnement d'un géopouvoir, c'est-à-dire un métapouvoir en quelque sorte, mais aussi incarné dans des acteurs particuliers, un pouvoir d'installer spatialement la vie, c'est-à-dire d'organiser un cadre d'existence pour des humains dans des circonstances particulières. Je vous propose ce concept de géopouvoir de manière assez exploratoire. Nous sommes là pour ça. Après tout, ce livre est le résultat d'activités de recherche, mais on peut considérer que la recherche n'est pas terminée avec ce livre. Donc je vous propose de considérer avec beaucoup de caractère amical ce pseudo-concept, et ne pas le prendre pour quelque chose de stabilisé. Mais j'aimerais m'arrêter un peu sur cette idée et la prendre au sérieux, qu'il existe un pouvoir d'installer spatialement la vie, porté ici par des acteurs qui sont tous, il faut le remarquer, des facteurs au sens étymologique du terme, des fabricants de mondialité.
c'est sans doute une des caractéristiques de la plupart des acteurs qu'on étudie, que ce soit des ONG ou pas d'ailleurs. Ce sont des acteurs qui sont issus de la mondialisation pour la plupart, qui sont des enfants de la mondialisation dans une certaine mesure, mais qui en sont en même temps des fabricants, hein, véritablement des facteurs au sens, encore une fois, strict du terme. Ces acteurs, qui sont bien identifiés dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sans doute là spécifiques au champ particulier des camps et de l'encampement, mais qu'on peut trouver des acteurs de ce géopouvoir dans d'autres cadres que celui des camps. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer très rapidement, trop rapidement hier. On peut en effet trouver ce géopouvoir à l'œuvre dans, c'est une hypothèse, toutes les opérations publiques, parapubliques et privées, qui sont fondées toutes sur la volonté d'installer a priori spatialement la vie des humains et d'ailleurs aussi des non-humains qui sont traités dans le cadre de ces opérations. Je rajoute les non-humains parce que Achille Mbembe hier a dit quelque chose qui me paraît très fascinant et tout à fait intéressant lorsqu'il a mis en parenté le camp et le parc. Il y a une vieille tradition qui s'est un peu perdue dans les sciences sociales, en particulier en France, de réfléchir au parc, parc zoologique, parc naturel, etc., dans une perspective qui n'est peut-être pas si éloignée que cela de celle des camps, surtout si on accepte le détour par le géopouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'installer spatialement la vie d'acteurs humains et non humains. Et tous ces acteurs de biopouvoir se caractérisent par leurs usages de ce que j'appellerais des ingénieries et des logistiques de la puissance, c'est-à-dire qui reposent sur la maîtrise de technologies et de techniques particulières, toujours fondées sur la capacité de mobiliser puissamment un certain nombre de moyens extrêmement puissants également dans leurs interventions. Les camps que vous décrivez sont tout sauf discrets en matière d'affirmation de la puissance. Il y a même parfois une sorte d'arrogance du camp, curieusement, y compris dans les situations où la nécessité de refuge est impérieuse. Moi, je suis très frappé de voir cette sorte d'affirmation d'une puissance logistique qui peut d'ailleurs être ressentie, et qui est même assez souvent ressentie assez mal par les réfugiés eux-mêmes. Et ces ingénieries et ces logistiques de la puissance, qui sont appuyées sur des outils standards, très maîtrisés, sont considérées comme des moyens de contrôle par l'espace des sociabilités des encampés, puisqu'il y a toujours dans ces camps, et on retrouve ça ailleurs que dans les camps, bien sûr, l'idée qu'au bout du compte, quoi qu'on en dise, l'espace, en tant qu'il est formaté par ces ingénieries et ces géologistiques, est un moyen d'encadrement, voire de contrôle des sociabilités à la fois individuelles et collectives. Je dirais qu'une certaine ingénierie urbanistique, et sans doute aussi une certaine architecture, pas toute bien sûr, reste dans ce fond de doxa que l'espace matériel est un outil de contrôle des individus a priori et des sociabilités. Un des caractères majeurs de ce géopouvoir, de ce fait même pour moi, me paraît être celui-ci, et je vous le propose là aussi à titre de réflexion. Le déni de l'individu en tant qu'habitant, c'est-à-dire le déni de l'habitant, de la puissance et de la capacité d'habitation des individus. Par habitant, je ne parle pas de résident. Pour moi, la résidence, le logis, qu'il soit ou non permanent, dur, stable ou instable, la résidence n'est qu'une des unités d'habitation. Habiter, pour un géographe dans mon genre, c'est pour chaque individu organiser son espace de vie au quotidien. Et cet espace de vie, il excède évidemment le cadre de la résidence. Il va bien au-delà. Même lorsque l'on est assigné à résidence, l'habitat excède cette assignation. C'est d'ailleurs ce qui est très étrange lorsqu'on étudie ce qui a été fait par un ancien étudiant géographe qui est maintenant maître de conf à Paris 1, qui a travaillé sur les espaces des prisons. Il a montré que même dans cette hyper-assignation, il y avait quelque chose qui s'engageait, une transaction qui s'engageait entre le lieu d'assignation et des ailleurs, qui était cette transaction constitutive d'une tension habitante, c'est-à-dire que cette habitation passe aussi par la propre projection qu'on peut avoir
dans des lieux réels ou imaginaires, au sein desquels on ne se tient pas, mais à partir desquels on peut composer une réflexion sur ce qu'il en est de sa condition habitante. C'est pour ça qu'hier, j'ai voulu insister sur le fait que l'espace du camp était en tension spatiale et temporelle avec le lieu d'origine et le temps du retour. Et c'est bien ça qui me paraît prouver, si vous voulez, que là où on réside, c'est important, mais ça ne définit pas absolument l'espace qu'on habite. Donc il y a à distinguer les deux niveaux. Et je trouve que les camps que vous décrivez tous dans vos textes se fondent pratiquement toujours sur le déni de l'habitant et de ses capacités d'habitation. On gère des items, des stocks, des flux, on les répartit dans des cases, dans des unités fonctionnelles, on les arrime, on les arraisonne, on les contrôle, et on espère qu'ils n'en sortiront pas bien reconnaissants, comme ils doivent l'être, de la générosité dont on fait preuve à leur égard. Et de cette privation de ce droit, qui peut être considéré comme un droit fondamental, c'est-à-dire le droit de se voir reconnaître dans son statut d'habitant, le droit de se voir reconnaître ses capacités propres d'habitation, quelles que soient les difficultés dans lesquelles on se trouve, eh bien, de ce premier déni découle, pour un géographe, encore une fois, sans doute tout le reste. Du coup, le livre, à partir de ce constat, nous emmène beaucoup plus loin. Et c'est de cela dont je voudrais m'entretenir très vite ensuite avec les trois intervenants. Ce livre nous emmène beaucoup plus loin parce que les trois textes, et même le quatrième, dont j'évoquerai peut-être la teneur très rapidement ensuite sur le cas de Sainte-Livrade, les quatre textes, donc, mais en particulier les trois qui nous retiennent cet après-midi, nous montrent la tension qui s'installe entre les acteurs du géopouvoir, les acteurs encampants, si je puis dire, ceux qui encampent, qui rentrent dans cette logique prescriptive dont je parle, et les acteurs encampés qui vont, comme je le disais hier, très rapidement vouloir passer, peut-être même immédiatement, du statut d'objet agi par l'encampement au statut de sujet d'habitation, c'est-à-dire avec un véritable projet d'habitation qui va les amener très vite à, sinon subvertir, en tout cas rentrer dans les logiques du camp d'une autre manière que celle qui avait été prévue initialement. Et donc, ces textes nous montrent tous, nous allons le voir, dans une certaine mesure, la puissance de la pulsion habitante, la puissance de l'habitation comme devenir permanent, c'est-à-dire que font les individus, même dans les circonstances qui sont les leurs, très difficiles, et bien immédiatement ils habitent. Ils modifient leur cadre initial d'existence par leurs pratiques habitantes. Et petit à petit, à partir de cela, ils construisent des discours, des revendications, deviennent aussi parfois des sujets de droit politique dont on voulait les priver et dont on peut d'ailleurs vouloir les priver très longtemps après le lancement de la situation initiale. Et nous le verrons, c'est vrai, quelle que soit l'origine du déplacement, puisque nous avons là des textes qui renvoient à des origines de déplacement assez différentes. Donc, de mon point de vue, le sujet majeur du livre, Michel, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais le sujet majeur, enfin un des nombreux sujets majeurs du livre, c'est la puissance constructrice de la spatialité des encampés. C'est véritablement ça qui, moi, a été un peu la grille de lecture de l'ensemble des textes. Et du coup, ce livre nous confronte moins à des questions de forme spatiale. C'est pour ça que le titre de la session est en fait un prétexte, à mon sens, pour aller plus loin. C'est moins la question des formes spatiales en elles-mêmes qui est au cœur du livre, parce que ces formes sont décrites, mais finalement on ne s'appesantit pas sur ces formes, que sur finalement la spatialité des encampés, et en quoi cette spatialité nous permet de comprendre des tensions qui se décrètent entre des registres différents qui pourtant se combinent pour créer une réalité équivoque du camp. Alors, très rapidement, et ensuite je pose les questions, je voulais donner quelques-unes de ces tensions. Dans l'ordre de la géographie matérielle, les camps, nous le voyons, mettent en tension
Le zonage et l'optimisation fonctionnelle de la logique du géopouvoir en campant, et on sait à quel point le zonage est quelque chose de fondamental. L'ordonnancement normatif du dispositif de contrôle politique, qui n'est pas exactement de même ordre que le zonage, et ce que je pourrais appeler la prolifération, voire le bazar, voire le bordel de l'habitation informelle qui finit très vite par déborder, par excéder la logique du camp. Dans l'ordre de l'habitabilité, nous avons cette fois-ci une tension entre les volontés de maîtrise de cette habitabilité par l'ingénierie technique, très prescriptive, il faut que tout soit borné, arrêté, contrôlé, l'équivalent dans l'ordre social et politique, donc une sorte d'ingénierie du contrôle social et politique, avec des choses qui sont très fortes dans les textes quand les habitants ont le mauvais goût de revendiquer autre chose que ce que la politique de l'urgence leur propose, comme horizon, y compris par exemple de revendiquer du loisir, y compris de revendiquer des formes de vie domestique et familiale qui ne rentrent pas dans le schéma très prescriptif de la bonne vie du camp telle qu'elle est définie par les opérateurs, y compris avec des discours du côté des ONG sur l'ingratitude des encampés, qui ne sont pas suffisamment reconnaissants de ce que l'on rapporte. Et puis, de l'autre côté, une maîtrise pratique par un bricolage spatial permanent d'habitants, constructeurs, aménageurs de leur espace de vie. Et du côté de la temporalité, il y a une autre tension qui est très intéressante, puisque pour un géographe, l'habitat, c'est de l'espace, mais c'est surtout de l'espace-temps. Donc c'est la combinaison des espaces et des temps qui nous intéresse. Dans l'ordre de temporalité, on voit bien une tension entre le temps accéléré du traitement de l'urgence, le temps suspendu du règlement politique. Dans les 3 textes que vous allez pouvoir découvrir, il y a cette question du suspens du règlement politique, un suspens qui peut être très long, qui peut durer des années, qui pour certains est d'ailleurs encore en cours, et puis ce que j'appellerais le temps filant du devenir de l'habitation quotidienne, parce que malgré tout, comme l'habitation est un devenir, le temps du devenir de l'habitation ne s'arrête jamais, et c'est à partir de là qu'on est en mesure de se construire des droits. Nos auteurs, à leur manière, à mon sens, parlent de cela. S'ils ne s'y reconnaissent pas, aucun problème, qu'ils le disent, et il n'y a pas de souci, mais moi je trouve qu'ils parlent de cela. Alors, Alice Corbet, je vais prendre un ordre que vous respecterez ou pas, nous présente le cas d'Haïti et compare un camp humanitaire très rationalisé, le camp de Corail, avec finalement son double, qui le jouxte, Canaan, qui est plutôt quelque chose qui procède d'une logique assez courante d'habitat informel, si l'on peut dire, extrêmement dynamique, extrêmement tonique, avec tous les problèmes qui peuvent se poser à Haïti par ailleurs, et elle met en relation, dans le cadre de ce qu'elle appelle, et c'est en fait ma question, de lui demander de développer un peu ça, dans le cadre de ce qu'elle appelle, et la formulation m'a retenu parce qu'elle est très forte, l'échec du paradigme humanitaire. Elle met en tension cet espace hyper rationalisé qui petit à petit est critiqué, dépérit, devient source de réactions négatives, avec l'espace de l'invasion urbaine qui, lui, finalement s'impose à un moment donné comme le vrai quartier d'habitat nouveau de cette zone touchée terriblement par le tremblement de terre. Et vous écrivez même, si Corail, donc l'espace humanitaire, reste enfermé dans sa forme camp, Canaan s'ancre dans le sol, l'enjeu est devenu plus politique et urbanistique qu'humanitaire. Et je trouve qu'on voit bien ce déplacement que j'évoquais tout à l'heure, de la logique du géopouvoir de l'encampement, qui là mène à une sorte d'impasse, par une sorte de cécité de ce géopouvoir à un certain nombre de besoins, à une logique d'habitation qui, elle, s'impose. Et je trouve qu'il y a dans ce texte un des cas les plus flagrants et les plus vifs, je trouve, de cette tension qui vous fait donc parler d'un échec du paradigme humanitaire. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer sur cela? Je vais passer les 3 questions et après j'aurai terminé, comme ça chacun pourra intervenir. François Gémen, quant à lui, dans son texte qui s'appelle « Après Fukushima, la vie
préfabriqués, nous emmène évidemment dans un tout autre contexte qu'Haïti, même si dans les deux cas, à l'origine, un tremblement de terre puissant explique la nécessité de traiter le cas de nombreux déplacés, mais avec Fukushima, évidemment, intervient surtout une incroyable séquence, tremblement de terre, tsunami, accident nucléaire, sans équivalent jusqu'à présent, qui a donné à tous ceux qui réfléchissaient aux problématiques du refuge et de l'encampement un cas tout à fait spectaculaire. Et vous montrez d'ailleurs avec un petit détour historique qui est très intéressant, qui est peut-être la plus ancienne mention dans nos livres de l'antériorité de la question du camp, puisque vous remontez au tremblement de terre de Lisbonne en 1755 pour retrouver les traces des premiers camps de réfugiés dans le cadre de catastrophes naturelles, et là, dans le cadre évidemment d'un tremblement de terre. Vous étudiez très précisément les camps. Alors, même s'ils ne se nomment pas forcément comme ça, les différents types de camps au Japon, en particulier en vous intéressant au cas tout à fait fascinant des évacués spontanés du périmètre contaminé par l'accident nucléaire. Il serait trop long de détailler, vous pourrez revenir là-dessus, mais il se trouve qu'à un moment donné, après les premiers ordres d'évacuation des différents anneaux kilométriques qui vont être touchés successivement par l'ordre d'évacuation, un certain nombre de personnes ont décidé de leur propre chef de s'auto-évacuer en quelque sorte, souvent d'ailleurs des femmes et des enfants, parfois le mari restant sur place, pour des raisons que vous expliquerez. Et nous sommes donc devant des milliers, plus d'une dizaine de milliers, je crois, d'évacués volontaires, dont le statut social pose évidemment problème et qui introduit un biais, puisque vous dites que le processus d'évacuation, qui au départ était relativement maîtrisé et relativement démocratique, finalement, pour toute une série de raisons, est devenu un processus marqué, exprimant et accentuant les inégalités sociales, puisque très rapidement, on a vu que certains groupes d'évacués pouvaient se permettre de sortir des zones d'assignation via les réseaux professionnels, familiaux, alors que d'autres, les plus fragiles, en particulier les personnes seules, les personnes âgées, restaient confinées dans des zones, et que cette problématique de l'auto-évacuation rajoutait une complexité supplémentaire, puisque ces auto-évacués, non seulement ne sont pas légitimes aux yeux du gouvernement, mais sont même relativement stigmatisés par un bon nombre de personnes de la société locale, puisqu'on les considère en quelque sorte comme des personnes qui abandonnent leur communauté. Donc, première entrée, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu cette analyse, parce que je trouve qu'elle est tout à fait intéressante. Et puis, par une sorte de grand renversement à la fin de votre texte, vous montrez finalement aussi comment la zone contaminée par la centrale nucléaire devient elle-même une sorte de grand camp, devient elle-même une sorte de gigantesque territoire particulier, confiné comme un camp, avec à l'intérieur des personnes qui d'ailleurs sont assignées à résidence. Et vous montrez donc bien comment la forme camp là, est biaisée en quelque sorte et est récupérée dans un autre ordre. Et comment, dans cette société démocratique, développée, japonaise, finalement, ces problèmes-là restent aujourd'hui des problèmes très ouverts. Je dirais que dans ce texte, il y a une autre chose qui m'a intéressé, mais là, ça nous emmènerait très loin, c'est que vous faites la comparaison aussi entre les camps de Fukushima et les camps de l'ouragan Katrina, les camps des trailers camp, donc les camps de caravanes issus des besoins de relogement des personnes à la suite de l'ouragan Katrina. Et je trouve qu'il y a une photo d'ailleurs qui est tout à fait fascinante, parce que pour qui connaît un peu les cultures habitantes de l'Amérique du Nord, ce qui est fascinant dans votre photo, c'est que ça renvoie au trailer camp, qui par ailleurs est un idéal pour un certain nombre d'Américains du Nord. Et il y a quelque chose d'assez trouble de voir comment un camp de réfugiés confine à ce point avec un idéal habitationnel d'une partie des classes moyennes américaines. Alors, question sans objet pour l'instant, mais en tout cas pour dire que ce texte est extrêmement riche. Et enfin, Stélio Roland, quant à lui, parle d'un cas colombien encore différent. Donc il s'agit là de montrer la dynamique de construction d'espaces d'accueil de déplacés internes
des petits paysans, souvent, qui fuient les violences à partir de 1996 au nord-ouest de la Colombie, dans les régions de l'Urabá et du Bas-Atrato, des régions périphériques marquées depuis toujours par une certaine désinvolture de l'État central à leur égard. Et vous montrez que les violences, violences des groupes armés, des contre-groupes armés, mais aussi les violences de l'État, enfin à travers les forces militaires, font que ces personnes partent, des milliers là aussi de déplacés, et que ces desplazados trouvent petit à petit, grâce notamment au soutien de l'Église, là nous sommes dans une logique qui est un peu différente, nous ne sommes pas dans de l'auto-évacuation stricto sensu comme au Japon, mais nous ne sommes pas non plus dans une logique où le camp est installé par une ONG extérieure, nous sommes dans une sorte de logique intermédiaire. Je pense que c'est intéressant que vous reveniez peut-être là-dessus, et vous montrer comment ces desplazados, petit à petit, font de leur espace de déplacement un lieu d'une conquête de droits. Et d'une demande de revendication de droits spécifiques. Ils veulent se faire reconnaître comme des acteurs déplacés et se faire évidemment reconnaître des droits qui vont avec, et ils utilisent leur espace et leur capacité spatiale, leur capacité à s'encamper eux-mêmes en quelque sorte pour faire reconnaître aux yeux du pouvoir central. Ces droits, ça fonctionne d'ailleurs relativement, et j'aimerais que vous nous expliquiez justement ce passage important en 1997 où ces déplacés extrêmement fragiles parviennent à faire reconnaître un minimum de statut qui va amener à la constitution de communautés de paix et de zones humanitaires, leur permettant de s'installer plus durablement et surtout de s'approprier en partie du foncier. Il y a évidemment une problématique foncière qui est importante dans tous ces textes, puisque la question de savoir comment on gère la question de l'appropriation foncière est une question centrale, et vous montrez que désormais, un certain nombre de ces zones, en particulier humanitaires, se revendiquent même comme des zones écologiques exemplaires, que les zones d'accueil des déplacés sont devenues vecteurs, dites-vous, de la construction d'une identité écologique, ce qui est, me semble-t-il, aussi une preuve de la dynamique et de la puissance de cette pulsion habitante dont je parlais, puisque désormais nous sommes très loin de l'état initial qui était celui de camps d'auto-déplacés accompagnés par l'Église, mais véritablement nous rentrons dans quelque chose qui ressemble à la constitution d'un territoire politique. Et j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec cette présentation. Donc vous voyez, moins des questions que des incitations à présenter votre travail, et je m'arrête là pour que chacun puisse maintenant apporter sa contribution, peut-être Alice Corbet en premier. D'accord. Donc, Canaan ou l'échec du paradigme humanitaire, il ne s'agit pas ici de rentrer trop dans la complexité du cas, ni de faire une critique trop virulente contre l'humanitaire, mais plus de revenir sur la forme camp. Puisque, comme on voit sur cette carte, il y a les deux camps dont il est question dans mon article. Donc le camp de Corail, qui c'est cette zone blanche, donc qui est en deux parties, qui est le camp formel, qui a été créé par l'humanitaire pour installer les déplacés suite au séisme du 12 janvier 2010 qu'il y a eu en Haïti. Et puis tout autour, toutes ces maisons qui sont dans divers quartiers, donc Canaan 1, 2, 3, 4, 5, et Jérusalem, Nouvelle-Jérusalem, puis plein de quartiers que je n'ai pas nommés ici, c'est un camp que je qualifie de informel, une installation spontanée de personnes. Et ce que j'ai pu observer, en fait, c'est que dans le camp formel, il y a eu tout l'apparat humanitaire classique de gestion des camps. C'est-à-dire qu'on a dit à des personnes dont les maisons avaient été détruites au cœur de Port-au-Prince de venir s'installer ici. Donc c'est une zone, toute la zone que vous voyez ici sur la carte est située au nord de la capitale haïtienne Port-au-Prince, où il n'y avait absolument rien avant. C'est même un endroit très rude et très difficile de vivre là-bas. Et bon, l'espace a été déterminé, notamment sur incitation de l'armée américaine, et a demandé à l'État haïtien de délimiter un terrain pour installer des personnes qui avaient perdu leur maison au centre de Port-au-Prince. Et ces terrains, c'est donc Corail, Cesles. Et l'humanitaire a accompagné ce mouvement, les ONG, pour installer les déplacés dans cet endroit en mettant en place un camp. Et si j'insiste sur le mot formel lié à ce camp, c'est que ce camp a été aménagé de manière extrêmement pragmatique, techniquement très bien pensée, avec une ingénierie fantastique, mais avec une très forte rigidité dans sa forme. Concrètement, des tentes alignées,
avec au milieu des fossés qui se sont révélés pas suffisamment profonds en cas de pluie, des zones de jeu pour les enfants mais qui étaient complètement coupées de la réalité de la vie humaine haïtienne, des panneaux solaires qui ont été volés en moins d'une semaine pour pouvoir faire de la lumière. Alors s'ils ont été volés, c'est tout simplement parce que comme il n'y a pas d'électricité en Haïti, il y a des personnes qui ont saisi l'opportunité de récupérer ces panneaux solaires. Et le camp Corail, très vite, est devenu un endroit où cette forme camp, et comme on est ici à la Cité de l'Architecture, a contraint l'homme. C'est-à-dire que l'architecture a pris le dessus sur les déplacés haïtiens qui ont été installés ici. Donc, au début, les tentes qui ont été aménagées dans l'urgence, par exemple, sont les mêmes tentes que j'ai pu observer au Sahara occidental et encore là, dans les camps de réfugiés maliens, c'est les tentes de base du HCR qui sont mises, quelle que soit l'urgence humanitaire, en place. Et très vite, ces tentes ont été, donc se sont envolées au bout de 2 mois à cause d'un cyclone qu'il y a eu sur la zone. Et ces tentes ont été remplacées par des T-shelters, temporary shelters, donc des abris d'urgence. Et ces abris d'urgence, puisque donc on parle d'architecture, ont vite causé problème, puisque c'était des abris qui, d'une part, étaient des abris de 18 mètres carrés en bois, d'une part, coûtaient très cher, étaient en bois, donc en bois importé, puisqu'en Haïti, il n'y a plus de bois pour produire, et ces abris ont été imposés aux personnes. Et on leur a dit, voilà, vous allez vous installer là, vous allez être bien. Ces abris étaient tous pareils. Les Haïtiens n'ont pas pu décider dans quel abri ils s'installaient. Et la seule chose qu'ils ont eu le droit de faire, c'était de peindre leur abri en bleu, en vert ou en jaune. Donc c'est pour montrer comment l'assignation a été forte dans cet espace-là. Et ces abris, la première chose que les Haïtiens ont fait, c'était d'en détruire une partie du mur, alors ce qui a énormément heurté les gestionnaires des camps, en leur disant, mais on leur offre des beaux abris qu'on fait venir de loin, etc. Et tout de suite, les gens les détruisent. Oui, puisque ces abris n'étaient pas du tout adaptés à la culture et au mode de vie haïtien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que suite au séisme du 12 janvier 2010, il y a eu un nombre de concours d'architecture et pour construire les shelters impressionnants, et qu'il y a eu vraiment beaucoup de tentatives de créer des meilleurs abris, et qui souvent, en général, ne correspondaient en rien en ce qu'attendaient les Haïtiens, dans le sens où si on avait donné la somme d'argent du coût d'un shelter aux Haïtiens, ils auraient sans doute fait des choses qui leur correspondaient beaucoup mieux. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir le développement de ce camp très formel, et de voir que du coup, les gens se sont vite sentis enfermés dans ce camp, ne pouvant pas l'adapter comme ils le voulaient, s'y sentant mal. C'était un camp qui ne correspondait pas à leurs ententes, à leur mode de vie. Ils ne pouvaient pas y développer du travail, puisqu'il fallait que le travail soit avancé par les ONG. Ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes, ils étaient loin de la ville, etc. Et autour du camp, s'est développé un camp spontané, des personnes qui aussi n'avaient nulle part où aller, mais qui ont pris des bouts de tôle et ont commencé à construire l'espace. Et ils ont appelé ça Canaan, donc on dit Canaan en haïtien, avec des quartiers, donc Jérusalem, Nouvelle-Jérusalem. Ça montre tout l'espoir qu'il y a eu sur cette terre. Et ce qu'on peut constater, pour être assez rapide, mais 4 ans, 5 ans après le séisme maintenant, c'est que les personnes qui se sont installées sans aucune aide des ONG, qui se sont installées spontanément, ont créé un espace de 150 000 à 200 000 personnes, que vous voyez donc un peu matérialisé ici sur l'espace, complètement ignoré et par l'État haïtien et par les ONG, donc de moins en moins ignoré, puisqu'on commence à se dire que il faudrait peut-être s'occuper de ces personnes, mais c'est un peu tard. Et donc on a pu assister à un camp informel qui s'est installé dans cette zone apparemment extrêmement aride, un camp qui ne bénéficiait ni d'aide, comme je l'ai dit, des ONG, ni d'aide étatique, mais qui au final s'en sort sans doute mieux parce que les personnes adaptent leur mode de vie, adaptent leur habitat, créent des parcelles, créent des jardins, choisissent là où ils veulent vivre, bref, refont la vie, ce qui leur était interdit de faire à Corail. Donc finalement, c'est pour ça que j'appelle ça le paradigme de l'échec humanitaire, c'est qu'on peut voir 2 modes qui, pour l'un, est mis en échec et qui, pour l'autre, se débrouille pas si mal que ça. Et ce que vous montrez, c'est qu'effectivement, l'habitabilité, en quelque sorte, de Canaan peut paraître aux yeux des opérateurs standards de l'urbanisme extrêmement médiocre, mais qu'en fait, elle est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus appropriée et source de solutions concrètes à des problèmes au quotidien que celle désertée de Corail. Exactement, oui. Et avec donc une appropriation toponymique, rien que je trouve là, pour moi, c'est très important. Ça montre que les personnes investissent l'espace dans lequel ils se sont. Alors après, ça donne le problème, c'est que le fait qu'il y a eu tellement peu d'accompagnement de l'État haïtien et des ONG font qu'aujourd'hui, ça se transforme en un bidonville avec
malheureusement les travers haïtiens qui ressortent, hein, quand il n'y a pas d'État, bon, il y a une mafia, etc., qui s'installe dans cet espace. Et c'est, selon moi, une opportunité fantastique qui a été complètement ratée par la communauté internationale en Haïti, de laisser 200 000 personnes s'installer comme cela en dehors de tout et de les rendre invisibles, puisqu'il y a une route qui va au nord d'Haïti, qui passe à côté de Canaan, et personne ne s'est occupé de Canaan. Tout le monde a laissé ces personnes-là s'installer par elles-mêmes. Mais malgré tout, des routes ont été créées à Canaan, la route de l'espoir, c'est la route qui traverse tout Canaan, la route du jour venu, etc. Et voilà, alors à la fois une opportunité manquée et en même temps une formidable leçon sur la capacité des personnes à recréer vie, à recréer ville, j'oserais dire, et à faire de ce qui était avant une marge abandonnée un nouveau centre urbain, un nouveau centre de vie et quelque chose de très fort qui est vraiment l'opposé de ce à quoi on peut assister à Corail. Alors, une précision pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas eu la chance de lire le livre, voire de le tenir entre leurs mains, il doit être sorti aujourd'hui, donc précipitez-vous dans toutes les bonnes librairies. Il y a pour chaque article 3 ou 4 photographies extrêmement bien choisies, qui ne sont pas simplement des photographies d'illustration, mais véritablement des documents en lien fort avec le texte qui permettent d'avoir des idées bien plus précises sur ce qui est évoqué. Hein. Je voulais le dire parce que je crois que c'est important de le signaler, ça fait partie du projet d'écriture à part entière de ce livre. Alors, passons au Japon, peut-être. Et voilà un exemple de photographie. François Gemène. Merci. Alors, c'est sûr qu'évidemment, la catastrophe de Fukushima rejoint assez bien ce que vous disiez dans vos propos liminaires, et j'étais frappé en particulier par ce que vous disiez sur le contrôle des habitants et finalement sur le déni de l'habitant dans le camp. Et donc, dans la région de Fukushima, donc dans la région du Tohoku, dans le nord du Japon, où s'est produit à la fois la catastrophe naturelle et l'accident nucléaire, on est véritablement dans cette logique, et cette logique se traduit à la fois par une logique de camp physique, mais aussi par une logique de zonage qui sont déterminés par différents taux de radioactivité. Et donc on a à la fois des camps physiques comme ceux que vous voyez à l'écran, qui d'ailleurs ne sont pas dénommés par le gouvernement japonais des camps, mais plutôt des abris. Et puis vous avez des zones qui sont autant de camps, qui renvoient à autant de catégories de la population, et d'ailleurs les habitants de ces différentes zones sont nommés en japonais par des noms différents, et qui renvoient non seulement à des taux de radioactivité différents, mais aussi à des catégories sociales différentes qui vont renforcer et exacerber des inégalités sociales. Peut-être pour reprendre les choses depuis le début et pour expliquer comment cette logique de zonage a été définie, alors qu'on parle volontiers en France et en Europe de la catastrophe de Fukushima, au Japon, ils parlent plus volontiers d'une triple catastrophe, donc du tremblement de terre, du tsunami et de l'accident nucléaire. Et pour les Japonais, ce sont 3 choses qui sont très séparées. Et ça va se traduire aussi dans la réponse des autorités, dans la réponse du gouvernement. Selon que vous avez été déplacé par la suite du tremblement de terre ou du tsunami ou de l'accident nucléaire, vous allez avoir des politiques d'assistance et des politiques de zonage qui vont être très, très différentes, et ça va amener des catégorisations de la population très, très différentes selon le type, selon l'origine du déplacement. Alors, il y a dans un premier temps les déplacés du tremblement de terre et du tsunami, qui sont globalement les mêmes, et qui, eux, vont être souvent hébergés dans des camps comme celui que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est le camp de Minamisoma, qui est en réalité, à mon avis, assez comparable aux T-shelters qu'on évoquait justement, c'est-à-dire des petites maisons préfabriquées qui font de 20 à 28 mètres carrés selon la taille de la famille, où va donc s'organiser toute une forme de vie communautaire. Ces abris, contrairement à ce qui se fait souvent, ne sont pas placés en dehors des villes ou en dehors des communautés urbaines, mais au cœur même des villes et des villages. Et ce sont des lieux relativement ouverts où les gens peuvent aller et sortir. Ce qui veut dire que les plus riches, les mieux nantis au Japon, vont bien entendu ne pas rester dans ces petites maisons préfabriquées, mais vont simplement louer un appartement en ville ou racheter une autre propriété immobilière. Et donc on va avoir au fil du temps une forme de ségrégation qui va s'opérer dans ces camps, où ne vont rester finalement
que ceux qui sont tout à fait dépendants de l'aide de l'État, ceux qui n'ont pas les moyens de se louer ou de racheter autre chose en ville. Et puis alors, il y a les déplacés de l'accident nucléaire. Et là, c'est un déplacement qui, du point de vue du gouvernement japonais, était impossible. Et donc n'avait pas du tout été planifié, n'avait pas du tout été organisé. Et donc on a eu un déplacement, une évacuation par phase, mais de manière totalement désorganisée, de manière totalement chaotique et improvisée. Et peut-être préciser que autant le Japon est préparé à des catastrophes de type tsunami, tremblement de terre, autant la culture politique et même nationale avait complètement évacué la possibilité d'une catastrophe nucléaire. Sans mauvais jeu de mots, on peut le dire comme ça, oui, tout à fait. Et donc autant les abris que vous voyez étaient prêts et en 2 jours étaient disponibles, autant pour les évacuer nucléaires, rien n'avait été organisé, simplement parce que l'hypothèse d'un accident nucléaire était tout à fait inconcevable. Et donc on a commencé dans les premiers jours à évacuer les zones dans un rayon de 2 ou 3 km autour de la centrale, puis on a peu à peu élargi ce rayon à 20 km, qui reste aujourd'hui, ce rayon de 20 km autour de la centrale reste toujours aujourd'hui la zone interdite et la zone la plus contaminée, bien entendu. Puis il y a eu une mesure très bizarre qui était décidée pour la zone qui se trouvait entre 20 et 30 km autour de la centrale, où il était décidé dans un premier temps d'imposer aux gens de rester chez eux. Donc pendant 2 mois, il y a eu un confinement des habitants dans leur domicile. Et puis des inspecteurs sont passés pour mesurer le taux de radioactivité dans les maisons. Alors j'imagine que vous n'êtes pas tous ferrés en matière de physique nucléaire. L'élément essentiel que vous devez connaître sur la radioactivité, c'est qu'elle est extrêmement localisée, et que donc il est possible qu'un coin de cette pièce soit fortement radioactif et que le coin opposé ne le soit pas du tout. Ce qui veut dire que quand les inspecteurs passaient de maison en maison, eh bien ils avaient fixé un seuil qui était le seuil acceptable de radioactivité. Si la maison était en dessous du seuil, les habitants avaient l'ordre de rester. Si la maison était au-dessus du seuil, les habitants avaient l'ordre de partir et recevaient des compensations et des aides pour cela. Ce qui veut dire que des voisins, mettons que le seuil était placé à 100, si vous étiez à 99, vous étiez obligé de rester, mais vos voisins pouvaient être à 101 et à 102 et être obligés de partir. Ce qui fait qu'on a eu des communautés complètement disloquées, simplement en fonction d'une mesure du danger qui était effectuée par des inspecteurs. Et puis au-delà de la zone de 30 km, le problème c'est que le gouvernement japonais avait réalisé une évacuation par cercle concentrique autour de la centrale. Et évidemment, le nuage radioactif n'a pas suivi cette logique de cercle concentrique. Or, ça n'entrait pas du tout, l'idée que le nuage radioactif ne suive pas une logique de cercle concentrique n'entrait pas du tout dans les plans du gouvernement japonais. Et donc des gens se sont rendus compte qu'ils étaient dans des zones hors des cercles de 30 km, mais néanmoins très radioactives. Et les gens se sont tous achetés des compteurs Gégère et ont commencé à mesurer la radioactivité dans leur maison et se sont aperçus qu'ils vivaient dans des zones extrêmement contaminées. Et donc on a eu ce phénomène que vous avez appelé, qui est appelé au Japon des auto-évacués, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre spontanément la décision d'évacuer parce qu'elles se rendent compte qu'elles vivent dans une zone qui est très contaminée. Ça n'a pas plu du tout au gouvernement japonais, qui d'une part a refusé toute aide à ces populations et qui d'autre part a très clairement fait savoir que ceux qui évacuaient alors qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre d'évacuer devaient être considérés comme des traîtres à la nation qui abandonnaient leur communauté. Et donc dans ces zones d'auto-évacuation, on a vu véritablement des tensions sociales et communautaires très fortes entre ceux qui voulaient rester, soit par obéissance au gouvernement japonais, par patriotisme, par attachement à la terre, ou simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix, pas la possibilité de retrouver un emploi ailleurs au Japon, et ceux qui voulaient partir parce qu'ils considéraient que leur santé était directement en danger. Tensions qui sont apparues jusqu'au sein des couples, où, sans faire offense aux Japonais, on peut dire que la société japonaise est encore très patriarcale aujourd'hui, et donc il est communément admis que le rôle de la femme est avant tout de s'occuper des enfants, le rôle du père est avant tout de ramener de l'argent au foyer. Et donc pour le père, souvent il était impossible de quitter son emploi, il considérait qu'il mettait la sécurité de ses enfants en péril s'il déménageait parce qu'il menaçait la sécurité économique de ses enfants, tandis que pour la mère, ce qui compte avant tout en matière de sécurité, c'était la santé de ses enfants, et donc la mère considérait qu'en restant, elle mettait en danger la sécurité de ses enfants. Et donc on voit aujourd'hui un taux de divorce qui est en pleine explosion dans la région de Fukushima à cause de ces couples qui se séparent entre la femme, la mère qui veut partir, et le père qui veut rester. Et donc on a une logique de stigmatisation de ceux qui veulent partir alors qu'ils n'habitent pas
dans les zones qui ont été désignées comme des zones formelles d'évacuation. Et alors aujourd'hui, la question qui se pose, évidemment, c'est la question du retour dans les zones contaminées, puisqu'évidemment tout ça coûte très très cher au gouvernement japonais. Il faut continuer à payer une compensation aux évacués. C'est un territoire, malgré tout, assez considérable qui est contaminé. Et aujourd'hui, le gouvernement japonais, qui est de surcroît un gouvernement très conservateur et très nationaliste, a déployé une véritable rhétorique de guerre pour reconquérir les territoires contaminés. Et donc il s'agit de reconquérir les zones perdues après l'accident de Fukushima. On utilise des métaphores qui renvoient à Hiroshima. Genre, Hiroshima ne nous a pas abattus, il n'y a pas de raison que nous ne reconquérons pas non plus les zones de Fukushima. Et donc, ceux qui sont partis, y compris ceux qui avaient été évacués, sont maintenant poussés à revenir. Et donc, il y a à nouveau cette tension entre ceux qui sont d'accord de revenir et ceux qui pensent simplement que le taux de radioactivité est encore trop fort. Et donc, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit aujourd'hui des camps un peu non matériels, mais dont la logique d'encampement est très puissante, qui sont déterminés par ce seuil de radioactivité, avec la difficulté supplémentaire qu'il n'y a pas de consensus national sur le seuil de radioactivité qui est acceptable. Et donc chacun peut définir le seuil qui est acceptable pour lui ou pour elle. Le gouvernement va souvent définir un autre seuil. Des experts vont définir encore d'autres seuils plus faibles ou plus élevés. Et donc notamment, ce qui est frappant, c'est quand vous regardez les bulletins météo à la télévision, vous avez à la fois la température et l'ensoleillement qui est prévu, mais également le taux de radioactivité qui est prévu dans chacun des villages. C'est une information qui aujourd'hui fait partie du quotidien des habitants. Et donc les frontières de ces camps sont quelque part très intériorisées dans chacun des habitants et renvoient à chacune des catégories entre les évacués forcés, les évacués temporaires, les auto-évacués, ceux qui veulent retourner, ceux qui ne veulent pas retourner. Et la langue japonaise a ainsi développé des mots différents pour chacune de ces catégories de population. Oui, où l'on voit que les nuages radioactifs japonais ne sont pas mieux élevés que celui de Tchernobyl, hein, puisqu'ils ne respectent pas les frontières et les zones de délimitation. Et on voit aussi qu'il est important, lorsqu'on observe les camps de la manière dont vous le faites, de prendre en compte aussi, j'allais dire, les cultures sociales et spatiales des sociétés que l'on observe. Évidemment, le cas japonais étant très différent de celui d'Haïti ou évidemment différent de celui de Colombie que Stélie Laurent va nous présenter maintenant avec ces déplacés à la conquête de droits. Bonjour à tous, donc merci pour vos commentaires. On a parlé, donc Alice a parlé de auto-campement, François a parlé de auto-évacué. Vous avez parlé dans votre introduction justement de quelque chose finalement qui n'est pas de l'ordre d'un dispositif qui serait en fait imposé d'en haut, un pouvoir souverain qui délimiterait en fait une zone qui serait appelée camp. Dans le cas colombien, il y a justement, c'est là où je me retrouve vraiment à ma place, on peut dire, dans cette table ronde, c'est que sur le cas que j'étudie, il s'agit en effet d'une logique qui part vraiment d'en bas, on peut parler un peu comme ça pour les anthropologues, qui est vraiment, on va dire, qui est déterminée plus par des déplacements et des installations, des occupations de personnes dans des interstices, hein, dans des zones un peu de refuge, on va dire, dans un contexte de guerre. Donc là, on retrouve bien ce départ, la logique part d'en bas, hein, par des populations, par des personnes affectées par le conflit armé, par le déplacement, par la violence. Alors, ce qui est assez intéressant dans votre introduction, que je trouvais passionnant, c'est qu'en effet, il y a aussi après, finalement, tout un nombre, dans le cas que j'étudie en Colombie, d'acteurs qui vont finalement récupérer un petit peu ces entreprises et ces installations, ces occupations, et qui vont se greffer là-dessus. Notamment dans le cas de la Colombie, on a des ONG internationales, comme Amnesty International, comme une ONG qui est moins connue, qui s'appelle Peace Brigades International, qui s'occupe donc de suivre des militants de droits de l'homme ou des personnes engagées pour leurs droits dans le monde entier, et donc qui vont aussi appuyer ces initiatives de résistance et de création d'espaces protégés en Colombie.
J'avais noté Oxfam aussi, donc Oxfam Great Britain, qui donc est aussi intervenu dans le soutien à ces communautés de paix dès 98, au moment où elles se sont formées, et qui intervient encore de façon ponctuelle dans la région. On a des réseaux internationaux d'églises aussi, qui sont venus en appui à ces initiatives de déplacés, à ces initiatives de leaders sur le terrain, hein, qui sont venus aussi donner une visibilité plus importante à ces initiatives, notamment Caritas International, mais aussi le CCFD, donc des grandes, pour le cas français, mais aussi des mouvements d'églises internationaux originaires d'Allemagne et du Royaume-Uni. Mais aussi, peut-être, pardonnez-moi, des mouvements d'église engagés dans des actions militantes, enfin, avec des orientations d'église assez particulières. Exactement. En fait, il y a ce à quoi vous faites référence, c'est assez intéressant parce qu'il y a, en Amérique latine, depuis les années 60, il y a toute la problématique de la théologie de la libération, qui a été à l'origine de nombreuses transformations sociales en Amérique latine, pas seulement en Colombie, mais dans beaucoup de pays. Et on va dire que ces mouvements d'église, certains transnationaux, sont un petit peu dans cette même, on va dire, cadre d'intervention et d'esprit. Et pour un petit peu continuer sur ces acteurs un peu déterritorialisés qui sont venus en appui et soutenir ces initiatives de refuge des déplacés colombiens, on a finalement même des organismes supranationaux et supraétatiques tels que l'ONU, le HCR a été présent dans cette région du nord-ouest de la Colombie, et aussi enfin l'OEA, donc l'Organisation des États américains, à travers la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a aussi joué un rôle, notamment dans les rivières Curvarado et les rivières Riguamiando, pour les zones humanitaires, qui a eu un rôle très important de légitimation un petit peu a posteriori de ces initiatives de regroupement, de résistance et de délimitation d'un espace protégé par rapport au conflit armé. Alors, moi, ce qui vraiment m'intéresse, ce qui m'a intéressé ce qui m'intéresse toujours dans cette recherche, c'est finalement au départ une interrogation, comment vivre un peu dans la guerre, une interrogation assez large, comment est-ce possible de résister à un contexte de conflit irrégulier, chronique, un vieux conflit qui est celui de la Colombie, et où on voit que finalement ces initiatives locales sont dues à un contexte qui a été celui, vous avez parlé dans votre introduction à l'article de 97, qui a été une rupture parce que finalement il y a eu une intensification brutale du conflit armé dans la région. Il y a eu une opération contre-insurrectionnelle en fait qui a été fomentée qui est déclenchée par l'armée colombienne, par l'État colombien, avec la connivence dans de nombreux cas des groupes paramilitaires, dans de nombreuses rivières qui faisaient le sale boulot, qui étaient là pour faire les massacres et finalement faire déplacer les populations. Et il y a eu en fait une visibilité très forte de cette région, de ces initiatives, de ces déplacés, parce que le cas qui est dans le livre, Pavarando, a été finalement un des déplacements contemporains de population le plus important en Colombie. Donc c'était fin 96, début 97, on parle de plusieurs milliers de personnes, plus de 5000 personnes. Il faut savoir qu'en Colombie, en général, les déplacements se font au goutte à goutte. Ce ne sont pas des déplacements massifs, comme il peut y avoir dans d'autres parties du monde. Ce sont souvent des déplacements par famille, très peu visibles, et très difficile à comptabiliser et à identifier. Or là, au contraire, ça a été un déplacement massif où il y a eu déjà de nombreux morts lors des opérations armées, des personnes ont survécu et se sont en fait regroupées dans cet endroit de Pavarando. À l'issue de ça, je ne veux pas être trop long parce que je veux laisser la place au débat, etc. Mais à l'issue de ça, il y a eu finalement cette initiative qui a été motrice parce qu'elle a finalement été ce que Alice, dans son article aussi, appelle une communauté du malheur. C'est exactement ça, une communauté de l'instant, on va dire, une nouvelle forme de communauté qui n'est pas une communauté, on va dire, de l'origine, de la culture, même si j'aime pas trop ce terme, mais qui est vraiment une communauté parce que des personnes ont été déplacées par le fait, les circonstances d'avoir été déplacées, d'avoir été victimes de la guerre. Et à partir de ça, se sont créées, comme vous avez dit, des revendications, des mobilisations sur la terre, sur des droits, être reconnu en tant que civil, ce qui n'est pas du tout évident, ce qui n'est pas du tout facile en Colombie, être reconnu en tant que paysan, en tant que, ensuite, on va dire, dans le dernier avatar de la mobilisation, en tant que propriétaire de la terre,
puisqu'il y a dans cette région aussi toute une histoire, et en Colombie, toute une histoire de mobilisation foncière très forte, avec des occupations de terre dans des espaces interstitiels. Donc la problématique foncière était aussi très importante. Et on va dire que Pavarando, moi j'ai rencontré beaucoup sur mon terrain des leaders qui avaient fait partie de cette expérience de guerre et de regroupement, a été un petit peu une forme de moment symbolique qui les a unis dans une expérience partagée, qui leur a permis après de revendiquer d'autres terres et de faire partie d'autres initiatives de regroupement. Donc dans l'analyse que je fais un peu de ce cas, on va dire qu'il y a une part importante de stratégie aussi, de mobilisation de la part des personnes. C'est-à-dire que les espaces ont aussi été créés en partie par l'Église, ont été organisés, parce que Pavarando, par exemple, l'armée a dit « vous vous installez là, vous ne pouvez pas aller plus loin ». Donc c'était quand même, on voit bien que l'État, l'armée était présente, les groupes armés quelquefois interviennent, vont faire des massacres, assassiner de façon sélective des leaders qui sont engagés dans ces initiatives des zones humanitaires ou des zones de biodiversité. Donc on voit bien que les contraintes sont là, les espaces sont très réduits, c'est des enclaves. Donc il y a d'autres déterminants que l'action d'en bas. Mais on va dire, vous avez parlé de logique intermédiaire, c'est vraiment, je pense, un terme adéquat pour définir cette situation de la Colombie. Merci beaucoup. Donc peut-être quelques questions complémentaires. Je crois que nous avons jusqu'à 16 heures, hein, si j'ai bien noté le programme. Peut-être quelques questions complémentaires. Peut-être en commençant cette fois-ci par François Gémen. Ce qui est intéressant dans le cas que vous décrivez, alors il y avait un quatrième texte qui était éventuellement étudiable dans le cadre de cette table ronde de Marc Bernardo sur Sainte-Livrade, d'une situation coloniale sans fin, un texte consacré, un très beau texte au centre d'accueil des Français d'Indochine, où cette question des conquêtes de droits des déplacés à partir de la revendication appuyée sur un espace spécifique était aussi au cœur de l'article, et Marc Bernardo montrait bien là aussi le déni maintenu et persistant de la part de l'État français en l'occurrence, de reconnaître, même après 50 ans, un statut réel d'habitant plein et entier de cet espace, à tel point que après le cinquantenaire de 2006, très bien décrit dans le texte, les élus locaux, avec le soutien de l'Agence nationale du renouvellement urbain, l'ANRU, ont engagé une opération de requalification de ce camp, qui est en fait fondé sur la destruction du camp et la construction de logements en accession à la propriété et de logements sociaux, avec là aussi très peu de temps après le cinquantenaire, j'allais dire un deuxième déni, cette fois-ci après le déni accordé, si je puis dire, à chaque habitant, c'est le déni de l'existence de ce camp en tant que lieu potentiel d'une mémoire historique qui aurait pu être proposée aux habitants et à leurs descendants. Et le texte montre bien aussi la tension d'ailleurs entre la société locale et la société du camp. Donc ce texte rentrait pleinement dans cet après-midi, et je voulais en dire quelques mots parce que, comme les trois autres, c'est un texte vraiment très, très convaincant. Mais revenons peut-être au cas japonais d'abord. En fait, dans le cas que vous décrivez, par rapport aux trois autres, il y a peut-être quelque chose d'un peu étrange. C'est que, en fait, vous nous décrivez un processus de déplacement et d'encampement sans vrai camp, sauf à considérer que c'est la zone contaminée qui devient une sorte de camp, mais un camp un peu étrange, parce que là, il est non pas vide d'habitants, mais il est très peu peuplé. Donc, une sorte de processus de camp sans vrai camp. Les mots même élude en quelque sorte la question en ne désignant pas ces espaces comme des camps, mais comme des abris, des zones de refuge, etc. Et par rapport aux deux autres textes qui nous réunissent, on n'a pas non plus l'impression, mais peut-être vous ai-je mal lu ou mal compris, qu'il y aurait ce que vous avez appelé une communauté du malheur, c'est-à-dire quelque chose comme une cohésion, quelque chose comme le sentiment d'appartenir en tant qu'individu habitant à un même groupe
revendiquant des droits, qu'il n'y a même pas eu ça non plus, mais plutôt une sorte d'atomisation, de repli des individus stigmatisés sur leur propre cas, sans qu'il y ait véritablement la possibilité justement de se construire des droits. Est-ce que c'est une mauvaise lecture? Sans mauvais jeu de mots, on peut dire effectivement qu'il y a une logique d'atomisation. Décidément, décidément, je ne fais que des mauvais jeux de mots. C'est le retour du refoulé, ça. La particularité de Fukushima, c'est qu'il y a des véritables camps, mais que les camps qui se rapprochent le plus des logiques d'encampement n'ont pas la forme de camp, tandis que celui qui a le plus la forme d'un camp physiquement avec des abris ressemble le moins à un camp dans ces logiques d'encampement. Et donc là, il y a un paradoxe finalement assez japonais, qui est que finalement, c'est les abris, les maisons préfabriquées qui ont été installées pour les déplacés du tsunami ressemblent le plus physiquement à un camp tel qu'on les connaît, mais sont installés au cœur des villes, et finalement, il y a peu de logique d'encampement et peu de logique communautaire au sein du camp, puisque les gens sont libres d'aller et venir, et que, comme je l'ai dit, les plus riches vont s'en aller peu à peu, comprenant qu'il faudra du temps pour revenir, vont aller louer un appartement en ville ou acheter une autre propriété immobilière. Par contre, ceux qui sont maintenus aujourd'hui dans les zones contaminées, où donc il n'y a pas formellement d'abri ou de tentes, etc., eux, par contre, sont dans une logique d'encampement, sont catégorisés comme les encampés, les maudits, qui sont encore dans cette zone d'intense radioactivité, et eux-mêmes savent qu'en étant contraints de rester dans ce camp invisible, eh bien finalement, ils forment aussi en quelque sorte une communauté du malheur ou du désespoir, puisqu'ils savent que rien ne pourra jamais s'améliorer. Et ils vivent, ou plutôt le gouvernement leur impose de vivre ce que Michael Ferrier a joliment appelé une demi-vie, par référence à la durée de vie du césium-137, qui est l'élément le plus radioactif. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé. Je travaille beaucoup sur les populations déplacées par des catastrophes naturelles, et donc j'ai visité, je ne vais pas dire un grand nombre de camps, mais un certain nombre de camps liés à des catastrophes naturelles. Et ce qui me frappe dans le cas de Fukushima, c'est que, alors que je suis d'un statut socio-économique relativement comparable aux encampés, ce sont pour la plupart des gens des classes moyennes qui possèdent un peu d'argent, qui ont une certaine éducation, eh bien, on se sent dans une position profondément inégalitaire par rapport à eux, parce qu'on sait que nous, en tant que chercheurs, on peut sortir du camp. C'est-à-dire que quand on va faire les recherches dans la zone contaminée, on sait qu'on peut rester 2 heures et pas plus. On sait qu'on ne peut surtout rien boire, rien manger, que donc quand ils offriront un bol de riz ou une tasse de thé, il faut absolument la refuser. Et quand on quitte la zone, quand on quitte ce camp invisible, après 2 heures, on sait qu'on est à l'abri, mais qu'eux sont condamnés à y rester. Et qu'ils sont condamnés à y rester tout le restant de leur vie. Tandis que dans les autres camps, dans les pays en développement non liés à des catastrophes plus classiques, dirais-je, des inondations, des ouragans, des tremblements de terre, les gens ont toujours malgré tout l'espoir de pouvoir rentrer chez eux, l'espoir de pouvoir reconstruire, l'espoir qu'un jour peut-être leur situation s'améliorera, même si on sait que le camp prend souvent des formes d'habitat permanent, il reste malgré tout cet espoir qu'un jour peut-être les choses iront mieux, qu'un jour ils pourront faire entendre leurs droits. Dans les camps de Fukushima, dans ces zones contaminées, les gens savent que ça n'ira jamais mieux. Et ils savent qu'ils sont en quelque sorte condamnés par l'État, condamnés par cette frontière invisible. Et c'est ça l'aspect, je pense, le plus pernicieux de la radioactivité, c'est le fait qu'on ne la voit pas, qu'on ne la sent pas, mais qu'elle condamne les gens et qu'elle transforme à jamais le regard qu'eux-mêmes portent sur leur vie et le regard que les autres portent sur eux. Mais pour autant, on n'a pas l'impression que cela débouche sur un mouvement soit endogène, en quelque sorte, soit un mouvement porté par d'autres groupes sociaux, de revendications politiques, de revendications d'un traitement différent de leur situation par l'État japonais. On a l'impression de quelque chose qui reste un peu sous l'éteignoir. Je dirais même qu'en fait, cette mobilisation politique vient plutôt de l'extérieur. C'est plutôt l'accident de Fukushima a fait naître au Japon une société civile qui revendique davantage de droits pour ces personnes sans que ces droits soient revendiqués par ces personnes elles-mêmes. On a le sentiment qu'elles sont effectivement, je ne vais pas dire plongées dans une sorte de désespoir, mais d'une certaine manière résignées à leur situation. Et donc les mobilisations collectives, de façon curieuse, viennent plutôt de l'extérieur de ces zones davantage que de l'intérieur de ces zones.
Je veux simplement citer un exemple qui illustre les préoccupations. Une des préoccupations majeures des habitants de ces zones et des pères, c'est de savoir comment ils vont faire pour trouver un mari pour leur fille. En se disant que, sachant que la fille vient de Fukushima, a été touchée par l'accident, même si elle n'habite plus aujourd'hui dans la zone, la question qui va se poser, et on sait qu'un des effets majeurs de la radioactivité, c'est bien entendu sur la fertilité, est-ce que des hommes prendront le risque, entre guillemets, d'épouser une fille de Fukushima en sachant qu'il y aura toujours un risque qu'ils ne puissent jamais avoir d'enfants? Et donc il y a cette sorte de stigmatisation qui est terrible, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Japonais et les habitants de la région insistent beaucoup pour qu'on ne parle pas de la catastrophe de Fukushima, mais de la catastrophe du 11 mars, pour ne pas que le nom de Fukushima reste à jamais associé à celui d'une catastrophe. Je dirais que c'est peut-être leur plus grande mobilisation, et malheureusement c'est une mobilisation qui est perdue aujourd'hui. D'où la justesse de la qualification de cet état comme d'une demi-vie, longue, effectivement, qui a des effets dans le temps qui sont extrêmement durables. J'aurais envie de poser à Stélio Roland la question suivante, peut-être dans la prolongation de ce qui a été évoqué auparavant. J'ai dit en introduction que la tension entre le camp et l'espace d'origine et le temps du retour était une tension fondatrice de beaucoup de situations d'encampement. On vient de voir que cette problématique du retour était importante, même si elle est tranchée de manière très particulière dans le cas de Fukushima. Mais vous, dans votre texte, vous signalez des tentatives de retour. En tout cas, que cette question du retour est une question qui a été en permanence au cœur aussi des préoccupations des déplacés. Comment cela s'est-il réglé et que pouvez-vous nous en dire? Alors, sur la question du retour, on va dire que c'est, dans toutes mes enquêtes, c'est toujours l'horizon. C'est l'horizon principal des déplacés, qui peuvent être souvent, en fait, qui ne sont pas extrêmement loin de leur terre d'origine. Ça peut être quelques kilomètres. C'est-à-dire qu'ils habitaient souvent, en fait, par exemple, en amont des rivières. Et ils ont dû, à part les circonstances du conflit, qui touchent énormément ces parties-là, donc des parties où sont souvent les guérillas, par exemple, et donc où les paramilitaires vont essayer de conquérir ces territoires. Donc ils sont obligés de se rendre en aval des rivières ou dans les bourgs environnants. Et donc, en fait, quelquefois, ils habitent dans ces zones-là pendant des années. Ils scolarisent leurs enfants, etc. Donc, ils sont déplacés depuis plusieurs années. Mais il y a toujours cette idée du retour. Cette idée du retour est toujours présente. Et en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir que ce que je n'ai pas trop évoqué dans l'article, mais ce que on pourrait évoquer dans un autre travail, c'est vraiment l'idée de circulation. Des allers-retours, c'est-à-dire que en fait, les installations, j'ai suivi quelquefois comme ça ce qu'ils appellent on va dire comme des commissiones, de paysans, de leaders paysans qui vont retourner sur leur terre pendant une semaine. Certains vont s'installer, vont y rester quelques temps, vont repartir parce qu'ils ont aussi un travail dans le bourg, qui n'est pas très loin. Et donc il y a vraiment ces allers-retours pour prendre possession d'un territoire. Alors, avec toujours la difficulté permanente qui est que les groupes armés circulent. Alors aujourd'hui en Colombie, la situation est un peu plus normalisée, on va dire, qu'il y a 10 ans, ou il y a une dizaine d'années, mais elle reste très instable. Il y a encore dans cette région-là, en fait, il y a la démobilisation des paramilitaires est un processus qui a été incomplet, qui n'est pas achevé. Et donc, il y a encore des groupes qui sont présents. Il y a encore les guérillas des FARC, même si le gouvernement actuel colombien est aujourd'hui avec un processus de paix avec les guérillas. Et donc, on peut imaginer à terme peut-être que la guérilla va se démobiliser, mais ce n'est pas encore fait. Il y a des groupes de délinquance qui sont du trafic de drogue. C'est une région frontalière, donc il y a énormément de trafic de drogue, il y a des trafics d'armes. Donc il y a ce contexte qui est toujours instable, qui est toujours difficile, mais il y a ces retours. Et une autre chose aussi, en écoutant François, que je trouvais très intéressante, c'est sur l'idée de stigmatisation. En fait, c'est-à-dire que finalement, ceux qui retournent, ceux qui vont se retrouver dans ces zones rurales, qui seront soit sous la coupe de l'acteur paramilitaire ou de l'acteur guérilla, ou d'un acteur néo-paramilitaire, on va dire, mais vous êtes avec les paramilitaires, vous êtes des paramilitaires, vous êtes des guérillas. Donc il y a toujours ce risque, surtout guérilla d'ailleurs, ils sont surtout stigmatisés d'être des guérilleros, et ce qui est un danger pour leur vie permanent.
Et donc, il y a cette difficulté à échapper à la stigmatisation aussi. Donc ça fait partie aussi de la difficulté du retour. Mais une stigmatisation redoublée en quelque sorte, hein, oui. à la fois en tant que déplacé et en tant que suspect d'être le bras armé d'une guérilla. Et je crois aussi que, pour faire transition avec la question que je poserai ensuite à Alice, que il y a dans les déplacés que vous étudiez et dans leur action quelque chose de très important. On l'a cité tout à l'heure, mais ça vaut peut-être le coup que vous y reveniez en quelques minutes. Une chose très importante, c'est qu'il s'agit de petits paysans qui ont aussi mis beaucoup d'énergie dans leurs revendications à retrouver leur statut de paysan à travers des revendications foncières, mais aussi tout simplement des revendications de droit d'exercer leur métier, en quelque sorte, d'être reconnus aussi comme des civils et des paysans, pas simplement comme des civils, mais aussi et des paysans. Je crois que c'est une dimension importante de ce que vous étudiez. En fait, ce qui est assez présent dans le contexte que j'étudie, c'est-à-dire que la problématique foncière que vous avez évoquée en introduction et sur laquelle vous m'interrogez là, c'est finalement qu'il y a dans cette zone-là, et comme dans le reste de la Colombie et dans d'autres pays, notamment au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, une forte expansion de l'agro-industrie, en fait. Et donc, finalement, le statut même de l'agriculteur, qui est un petit agriculteur qui fait on va dire, de l'autosubsistance ou qui vend une partie de sa récolte, est menacé. Dans cette région, c'est très fort, notamment avec l'expansion du palmier à huile et de l'élevage bovin extensif, qui prend aussi des proportions considérables. Et donc, finalement, c'est un modèle de développement aussi qui est en jeu, qui est un modèle de la petite exploitation, un modèle de la polyculture, un modèle vraiment de paysannerie, j'aime pas trop ce terme de traditionnel, mais on pourrait plutôt le qualifier comme ça, et finalement qui s'oppose aussi à en fait une agriculture intensive en expansion et qui finalement rachète, c'est-à-dire que Agnès Geoffroy parlait ce matin des fronts pionniers. Hein, on a vraiment cette même problématique en Colombie, dans ces zones-là qui sont des zones périphériques, où finalement vous avez des fronts pionniers, du défrichement, et donc les gens valorisent une parcelle, et après un grand chef d'hacienda, un éleveur extensif, va racheter cette parcelle pour un prix modique et augmenter, accroître son exploitation. Donc il y a toute l'idée de résistance sur laquelle je travaille aussi, c'est dans cette dimension socio-économique, et de la paysannerie, donc de défendre ce statut de paysan. Ce qui fait que la revendication du statut de paysan passe aussi par, j'allais dire, la volonté d'installer un certain type d'habitat, un certain type de forme spatiale, c'est-à-dire que l'on cherche à recréer les formes spatiales adaptées à cette paysannerie villageoise. Et c'est peut-être aussi ça qui explique la revendication écologique. Protectueuse de l'environnement, c'est ça exactement. C'est-à-dire que là, on arrive finalement au dernier ancrage de cette mobilisation qui est une agriculture protectrice de l'environnement, qui n'est pas le cas du palmier à huile, bien évidemment. Voilà, donc aussi avec des revendications formelles, si je puis dire, qui font partie intégrante de la revendication politique. Alors vous parliez de front pionnier, je crois qu'Alice emploie l'expression front pionnier dans son texte, mais dans une autre perspective, c'est-à-dire pour montrer comment Canaan est une sorte de front pionnier urbain, puisque c'est une zone qui s'ouvre à l'urbanisation. Et justement, la question que je voulais vous poser, c'est peut-être nous présenter un peu plus cette logique d'ouverture pionnière de nouveaux espaces à côté donc de ce camp, avec une dynamique très forte, avec des effets de spéculation, d'anticipation par des acteurs économiques. Et ça peut aussi vous permettre de dire quelques mots sur quelque chose qui est toujours une vraie question dans la réflexion sur la façon dont ces camps évoluent et deviennent des habitats comme les autres. C'est la réflexion sur les bases économiques, à la fois du développement et de la vie au quotidien de cette vaste zone de Canaan. Qui sont les acteurs économiques? Quels sont les métiers, les activités revendiquées? On vient de voir que la question de la paysannerie était très importante pour le cas colombien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux aspects, à la fois le front pionnier et puis l'activité économique au jour le jour? Oui, ce front pionnier qui s'incarne donc dans Canaan, on le voit bien puisque
puisque les gens ont le désir de s'installer à Canaan déjà, alors qu'ils n'avaient pas le désir de s'installer à Corail. Et si au début, être à Corail, le camp formel était un enjeu, parce qu'on se disait, oh, il y a les ONG qui vont nous aider là-bas, très très vite, au bout d'1 an, c'est devenu une fermeture spatiale, une fermeture politique. Les gens ne pouvaient pas avoir leur expression politique. Quand ils ont essayé d'en avoir, on leur a supprimé l'aide alimentaire, pour dire en quoi tout cela a été renié. Et c'est une fermeture au niveau architectural, avec ces shelters que les personnes n'ont pas le droit de modifier. Et puis il y a donc à côté Canaan, cet espace extensible, immense, qui est donc dans cette zone désertique, où se sont installés quelques pionniers et qui ont un peu joué au Far West, c'était les termes qu'ils avaient, qui ont saisi la terre, qui se sont emparés de la terre, et qui très vite ont délimité des routes, ont acheté des parcelles. Alors bon, certes c'est la mafia, mais il y a eu des enjeux économiques qui sont en place, ont eu des revendications politiques, ont fait des comités, et donc ce camp informel prend forme d'une société qui fait sens complètement et où les personnes peuvent exprimer leur potentiel social et politique, pour le dire rapidement. Et donc voilà, si au début c'était un enjeu d'aller donc dans Corail, ça ne l'est plus très vite, c'était plus le cas, alors qu'à Canaan, les personnes ont vite compris, les déplacés, qu'ils pouvaient y créer des formes de vie uniques, notamment en s'emparant de la terre et en y développant tous les petits boulots possibles et inimaginables, ce qu'ils avaient fait déjà au préalable avant la catastrophe du 12 janvier 2010. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'extrême dynamisme des personnes qui souvent ont connu des formes de camps, des formes de réinstallation, spécialement en Haïti, avant qu'un dispositif humanitaire ne vienne leur dire comment faire. Donc il y a eu en Haïti quelque chose qui s'est passé, qui s'était déjà passé dans les cas précédents, cette occasion de se saisir de la terre et d'y mettre en place du marché informel, des formes économiques, alors franchement pas toujours officielles, mais qui, ceci dit, permettent de développer auprès d'une population extrêmement pauvre des moyens de survie. Et pour terminer sur l'enjeu qu'a son territoire aujourd'hui, comme en Haïti, dans la capitale Port-au-Prince, donc qui est juste au sud de la zone qui est démontrée là, il n'y a plus d'espace, et le peu d'espace qu'il y a, ça a été beaucoup détruit par le séisme du tremblement de terre. Aujourd'hui, ce sont les personnes les plus riches qui investissent Canaan, parce que ça leur donne lieu à un droit à l'espace et à des formes d'habiter qui se créent eux-mêmes, ce qui me paraît très important. Donc l'informalité totale, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité, comme je le disais plus tôt. Et ces personnes riches, aujourd'hui, construisent des villas, mais fantastiques, avec même des piscines, dans un endroit désigné comme illégal, désigné comme informel, désigné comme invisible, dont pourtant la prégnance saute aux yeux. Donc, pour terminer, je voulais juste faire une petite pirouette, puisque depuis hier, on parle de ouvrir les camps, fermer les camps, etc. Et moi, je trouve que les camps, on les voit. Les camps, ils sont là. C'est juste que c'est à nous aussi de nous ouvrir aux camps et de ne pas oublier que la condition humaine qui est créée dans ces espaces-là est une condition que non seulement nous pouvons nous rencontrer très prochainement, mais qui est aussi les bases de notre futur, dans leur forme matérielle comme dans leur forme symbolique et culturelle. Mais justement, par rapport à ça, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais peut-être reprécisez-le, ce développement de Canaan, ce front pionnier qui est aujourd'hui un lieu d'investissement pour des personnes en quête de terre, d'accumulation de capital, l'État haïtien, pour autant, ne paraît pas particulièrement impliqué dans une tentative d'accompagnement, hein, je ne dis pas d'arraisonnement, mais d'accompagnement. Alors oui, bon, alors la situation est extrêmement complexe, donc il faudrait des heures pour raconter cela, mais effectivement, il s'avère qu'en 1 minute, on ne sait pas à qui appartient la terre à Canaan. Terre qui s'appelait auparavant Titanien. Titanien, le lieu du titan. Pourquoi ? Puisqu'on était dans une zone extrêmement aride, où avaient lieu les exécutions sommaires lors des dictatures de Duvalier, lequel est mort récemment dans l'indifférence générale, notamment en Haïti, et où ont été creusées les fosses communes suite au séisme. Donc c'est dire le poids symbolique qu'avait ce territoire. Et ce territoire, malgré tout, aujourd'hui est habité, mais on ne sait pas qui appartient à la terre suite aux enjeux fonciers qu'il y a pu avoir dans un pays où le gouvernement a toujours été faible et où la possession, l'accaparation des terres est un grand enjeu. À partir de là, le gouvernement ne veut pas se mouiller et dit « on ne sait pas à qui sont les terres », on ne s'en occupe pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que les ONG ne veulent pas se mouiller non plus, puisque disent on ne sait pas à qui le gouvernement dit que sont les terres, donc l'indépendance des ONG me semble un petit peu compromise. Voilà, beaucoup de thèmes. Mais... Alors, nous avons le temps pour quelques questions. Levez la main et des micros vont venir miraculeusement jusqu'à vous. Oui, merci. C'est plus une remarque qu'une question. Je suis Caroline Aboussada, je travaille pour Médecins sans frontières. Depuis ce matin, on entend parler de... Alors, Alice, vous m'avez donné une transition absolument délicieuse, parce que vous avez terminé votre remarque en parlant de dispositifs humanitaires. Donc, juste pour vous dire que depuis ce matin, on a parlé de dispositifs échec organisation
Urgence, intervention, registre, ordre, prise en charge, paradigme, gouvernance, camp, surveillance, industrie et zone humanitaire. De quoi parle-t-on? C'est ma première question. Et ma deuxième remarque, c'est que je trouve qu'on est assez souvent, et encore une fois l'exemple d'Haïti le montre assez bien, dans une dichotomie un peu artificielle sur le bon réfugié et le méchant humanitaire. Et je pense que autant on doit s'ouvrir sur les camps, autant on peut peut-être essayer de désessentialiser l'humanitaire. Et du coup, j'aurais aimé voir quelques humanitaires aussi présents sur le podium. Merci. Alors, Alice Corbet, peut-être? Oui. Répondez, puis après on prendra une autre question. Alors, certes, l'intervention est peut-être un peu caricaturale, parce que pour le coup, il s'agit de pointer, mais ce cas de Canaan, c'est aujourd'hui estimé à plus de 200 000 personnes. Donc, c'est pourquoi j'ai souhaité, pour moi, il me semble paradigmatique de mode de fonctionnement qui s'incarnait aussi dans ces questions des shelters et dans finalement l'échec qu'il y a pu avoir et qui a été démontré notamment en Haïti et qui malheureusement avait été démontré ailleurs avant. Donc il ne s'agit pas de taper sur l'humanitaire. J'ai essayé à chaque fois de recentrer mon intervention notamment sur les côtés plus matériels, puisque ce n'est pas le sujet du colloque. Au niveau des... il y a une énorme remise en cause, comme vous le savez bien, de l'intervention humanitaire en Haïti qu'il y a depuis 5 ans, avec des colloques, avec ces thèmes qui sont discutés pour faire justement avancer la question. Quant au niveau du vocabulaire, je pense qu'ils ont été un peu décrits hier. Alors encore une fois, c'est des mots qui sont un peu rapides pour essayer de présenter de manière générale un cas sans passer 1 heure à développer les termes avant, même si je conçois tout à fait qu'ils mériteraient d'être beaucoup plus incarnés au préalable. Alors, oui, je vous en prie. Question, monsieur... voilà. Oui, bonjour. J'aimerais vous poser une question sur le rapport entre la propriété privée ou le logement individuel et les espaces communs qui peuvent être revendiqués dans différents camps, si tant est qu'ils aient été revendiqués. Parce que vous avez parlé durant la journée aussi des destructions de camps et des relogements dans des propriétés privées, de la manière rigide et militaire dont les dispositifs de camps étaient installés, et de l'impossibilité pour les gens de se réemparer en commun ou dans différents groupes de leur habitat. Et là, on a 2 exemples dans Haïti et en Colombie de dispositifs qui sortent en partie de l'État et des organisations non gouvernementales. Et j'aimerais savoir s'il y a eu dans ces 2 cas ou dans d'autres que vous connaissez des organisations communes de partage de terres, de partage d'habitat ou simple, dans les faits ou dans la volonté politique des habitants. Ça, je pense que c'était lié au compte tenu justement de l'importance de la problématique foncière. Ce qu'on peut voir, en tout cas dans le cas que je suis, c'est qu'il y a vraiment une réappropriation qui finalement part encore une fois de la base, des leaders, avec un ancrage historique, avec une histoire de mobilisation foncière très importante au cours des dernières années, et même au cours des dernières décennies, on va dire. Et après, sur ça, encore une fois, se greffent différents acteurs. Dans le cas colombien, l'Église et une partie de l'Église, un certain segment de l'Église très engagé vient appuyer ces initiatives, avec notamment des avocats, des avocats juristes, des juristes qui sont spécialisés dans le droit foncier et qui finalement vont peu à peu obtenir des titres fonciers, des titres donc de l'État, une reconnaissance étatique. Mais on va dire que c'est une zone, c'est pas le même processus dans tout le reste de la Colombie. C'est lié à cette région qui est extrêmement périphérique, où l'État n'est pas présent, ou en tout cas la seule présence qu'il a exercée au cours de la dernière décennie, c'est une présence principalement répressive, on va dire, policière, militaire, et où donc les institutions civiles de l'État ne sont pas présentes. Donc voilà ce que je peux dire sur la question, si j'ai bien compris. Désolé. En tout cas, dans tout le livre, on voit, et pas simplement dans ces 3 textes, que très souvent, un des enjeux et une des sources de tension, d'ailleurs, c'est lorsque les encampés se mettent à partir de formes souvent très standards et qui les dépouillent
d'autres droits que celui d'occuper en tant que réfugié ces formes, se mettent à vouloir se les approprier au sens élémentaire du terme. Pas forcément en faire propriété, mais en faire des environnements propres à leur vie. Et de l'appropriation à la revendication de propriété, on sait bien qu'il y a parfois un seuil qui se franchit très aisément et que là, on rentre dans le dur de la tension entre ce que j'ai appelé très rapidement un géopouvoir et des pratiques habitantes. Donc la question que vous posez est tout à fait fondée. Là, on vient de voir un élément de réponse sur la partie très précise de la question de l'appropriation foncière, mais dans tous les textes, on voit se traverser en quelque sorte cette problématique, même si elle n'est pas forcément abordée de front par tous les auteurs. Moi, j'avais une question. Est-ce que les Japonais sont allés chercher l'expérience tchernobylienne en Biélorussie? Car bon, maintenant, on approche des 30 ans de la catastrophe en 2016, excusez-moi. Et donc, idem, ça s'est passé en Ukraine, mais la catastrophe, la zone des 30 km est en Biélorussie. Et là-bas, parce que j'y étais beaucoup, et ben dans la zone des 30 km, il y avait des Tchétchènes, il y avait des gens d'ailleurs qui préféraient aller dans la zone pour fuir plein de choses. Et ils se disaient que, bon, il valait mieux mourir doucement d'un cancer que de mourir de guerre. Et donc, je voulais savoir si les Japonais sont allés là-bas où il y a une sorte d'allergie du communisme et c'est pas possible de discuter avec les Biélorusses. François Gémen. Il y a une allergie totale au communisme. Curieusement, il n'y a absolument aucun retour d'expérience qui ait été fait par rapport à la catastrophe de Tchernobyl à Fukushima. Et je dirais même que c'est voulu et à dessein. Les Japonais, et notamment il y a un appareil gouvernemental et les autorités, ont tenu autant que possible à se distancier au maximum de la catastrophe de Tchernobyl en disant nous sommes dans un pays complètement différent, nous gérons les choses de façon complètement différente, les causes de la catastrophe sont complètement différentes, et donc nous ne voulons surtout pas être associés à Tchernobyl. C'est vrai de la part des autorités, c'est vrai aussi de la part des habitants, de la part des déplacés eux-mêmes, c'est vrai de la part de la société civile. Il y a très peu de contact entre les organisations qui s'occupent d'améliorer le quotidien des déplacés de Fukushima et celles comme par exemple les enfants de Tchernobyl, etc. Il y a très très peu de contact entre ces associations. Et c'est vrai aussi pour les chercheurs. Quand on a voulu organiser des colloques ou des ateliers sur Fukushima, il nous paraissait naturel d'inviter des chercheurs qui avaient travaillé sur Tchernobyl. Pour nos collègues japonais, c'était vraiment quelque chose qui leur paraissait presque étrange. Pourquoi vouloir convoquer Tchernobyl pour quelque chose qui n'a rien à voir? Et donc c'est très très curieux. J'imagine que c'est lié à une sorte d'allergie au communisme aussi. Est-ce que Kanaan, vous dites que ce sont deux formes de camps différents, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'effectivement Corail est un camp, dans la définition classique du terme, et que Kanaan, c'est de l'habitat informel? C'est-à-dire c'est une démarche, on a parlé hier de Arrival City, je ne sais plus qui a cité Doug Sanders, mais que c'est en réaction à un événement qui est le tremblement de terre, c'est la poursuite et la continuation d'un autre phénomène qui a beaucoup de rapports. Hein. Moi, depuis hier, j'arrête pas de faire la comparaison entre habitat informel et camp, parce que ça se croise. Et puis aussi parce que le corpus du livre est plus large que simplement la définition des camps donnée, par exemple, par le HCR. Le livre dépasse cette limite-là, donc il croise l'autre grande source d'urbanisation et fondée sur la migration, qui est l'habitat informel ou l'habitat populaire. Et donc, est-ce que Kanaan, c'est pas plutôt de l'habitat informel? C'est-à-dire carrément des gens qui font une expérience différente, mais qui a déjà des sources en Haïti, hein, et qui a des logiques de développement qui ne sont pas seulement celles du refus du camp, mais qui ont leur propre logique. Alice, oui. Oui, donc, alors tout à fait. En fait, pour moi, ce qui fait la différence entre Corail et Kanaan, c'est qu'à Corail, donc le camp formel, il y a une intervention d'urgence qui était censée être temporaire, qui au final ne l'est pas, mais qui reste dans l'idéologie temporaire. À Kanaan, il y a une installation spontanée qu'au début j'ai appelée camp informel, puisque c'était quand même un camp qui était censé être temporaire, puisqu'on ne sait pas à qui appartient la terre. Donc on a dit assez vite à ces gens, partez. Mais c'est de passer du camp au campement.
et du campement à effectivement une prise de possession de la terre, à de l'habitabilité et à une conception, une projection dans l'avenir. Donc, à tel point que j'ai du mal à voir à partir de quand on est passé du camp au campement, au bidonville, puisque tels sont les mots qui sont associés aujourd'hui à cet espace, et à la ville au final. Le droit du sol et le droit du travail. C'est la question que je souhaiterais peut-être en fin de journée poser dans les camps normaux, les camps qui évoluent, qui deviennent des sources ou des ferments d'urbanisation. Comment on parvient au droit du sol et au droit du travail? En tout cas, le texte sur le passage du camp au campement et sur l'installation de la ville, hein, c'est le titre d'un des alinéas, enfin un des intertitres du texte d'Alice Corbet, Installer la vie, installer la ville. On voit bien que ce passage se fait finalement en continu et que petit à petit, des revendications se font jour, soit des revendications explicitement politiques, soit des revendications qui passent tout simplement par l'action concrète d'appropriation d'un sol, et on dit ce sol est à moi. Hein, donc je crois que cela traverse les trois textes, et nous pouvons maintenant terminer en ayant la certitude que dans ce livre, on parle beaucoup de camps, mais on parle aussi beaucoup d'un certain nombre de modalités essentielles de l'urbanisation contemporaine mondiale, et c'est ce que nous avions l'objectif de vous faire partager dans cette table ronde. Merci à tous.